D'abord, je voudrais dire que je trouve très important que ce colloque ait lieu et pu avoir lieu. Parce que depuis qu'il y a des controverses quand même violentes, c'est la plus violente des controverses sur un des sujets concernant la politique étrangère de la France à un moment donné, c'est quand même la plus violente. Et à aucun moment, une confrontation sérieuse, méthodique, objective n'a pu avoir lieu, en fait. Donc je trouve que c'est très important et je salue le courage et l'entêtement, l'opiniâtreté d'Alain Guillon et des autres organisateurs, je pense qu'il n'était pas seul, qui ont eu l'idée de ce colloque. Surtout que je pense que c'est intelligent de le remettre en perspective historique, pas être le nez uniquement sur le pic de la tragédie, et de raisonner en termes d'Afrique des Grands Lacs. C'est très important parce qu'il y a une grande ignorance en fait en France là-dessus. Il y a la focalisation au Rwanda avec les biais dont on va parler, mais il y a une grande ignorance sur ce qui s'est passé avant, sur la situation en 62, sur l'héritage de la colonisation belge, RDC, Rwanda, Burundi. Ignorance encore plus grande sur la politique des pays voisins comme l'Ouganda et autres. Donc de toute façon, même s'il n'y avait pas le sujet très douloureux, terrible, sur le génocide lui-même, de toute façon, c'est intéressant. De toute façon, c'est utile que les Français, des diplomates, des militaires, des experts, des journalistes se replongent sur cette question. Deuxième point, tout le monde le sait, il y a eu des pressions considérables pour ce que ce colloque n'ait pas lieu. Pas des arguments contre, c'est normal, les arguments contre, précisément si on arrive à organiser une rencontre où il y a des arguments dans un sens et dans l'autre. Mais ce n'était pas le cas. Il y a eu énormément de démarches au niveau des sénateurs qui ont accepté d'organiser ou d'intervenir, au niveau du Sénat proprement dit. Et ce n'était pas des pressions, encore une fois, avec des arguments. C'est des pressions avec un peu selon les méthodes staliniennes, consistant à empêcher de parler ceux dont on ne veut pas entendre la thèse. Comme vous, madame, par exemple. Mais d'autres aussi. Alors ça, c'est absolument intolérable. C'est intolérable. En plus, on est dans une époque où, à un moment, dans plusieurs parties du monde occidental, où on voit bien que monte, dans des milieux où on ne s'attendait pas à ça, une espèce de tendance à la censure, tendance au macartisme, tendance à l'étouffement des voix contraires. C'est pas que occidental, encore une fois, c'était assez stalinien aussi, mais c'est insupportable, ça, au sens précis. Donc il ne faut pas le supporter, il ne faut pas l'accepter. Donc l'idée qu'il puisse y avoir une rencontre où on entende des points de vue, alors un jour, j'espère, il y aura une confrontation plus large, mais en tout cas, là, ça donnait l'occasion, au sujet des Grands Lacs, d'entendre des voix qui ne sont pas assez entendues en France, parce que des efforts considérables sont faits pour ne pas leur donner la parole, pour qu'ils ne soient pas édités, qu'ils n'ont pas accès au débat public, etc. Donc, encore une fois, c'était important qu'il y ait ce colloque et que ces paroles soient entendues. D'autant que les arguments employés sont détestables. Quel est l'argument qu'on a vu dans des articles, dans des pétitions signées par je ne sais qui, dans des démarches variées? C'est négationnisme. Et c'est honteux. C'est absolument honteux. Quand on sait ce qu'a été la Shoah et quand on sait ce que veut dire négationnisme, c'est des gens qui disaient il n'y a pas eu de chambre à gaz. À propos des controverses terribles depuis le génocide, personne, à ma connaissance, personne n'a jamais dit ou écrit qu'il n'y avait pas eu de génocide des Tutsis. Jamais. Donc l'accusation de négationnisme, elle est honteuse. Honteuse. Alors, évidemment, il y a eu des débats, mais les débats n'ont pas lieu sur le génocide, sur l'existence du génocide. Les débats ont eu lieu sur, par exemple, comment peut-on qualifier les 3 à 4 millions de morts au Congo après que le FPR ait pris le contrôle du Rwanda. Il y a eu la guerre qui s'en est suivie, au départ alliée avec l'Ouganda, puis après en opposition. Donc il y a des rapports de l'ONU nombreux qui parlent de 3 à 4 millions, soit de morts directes, soit de famine, soit de maladies, etc., etc. Bon, il y a un débat qui a lieu sur comment faut-il qualifier ces morts-là. Ça n'a rien à voir avec le génocide lui-même. C'est pas parce qu'il y a eu un débat et que, par exemple, à un moment donné, les églises du RDC, du Congo, disaient oui, il y a eu un double génocide. Bon,
On peut en débattre, d'autres, non, c'est pas un double génocide, c'est une nature différente. Mais jamais ça ne remettait en cause le génocide proprement dit. Donc il y a une confusion qui est malhonnête. Donc les débats tels que je les ai suivis, depuis qu'un peu par force j'ai dû me réintéresser au sujet, alors qu'à l'époque où j'étais secrétaire général, ce n'était pas un sujet central pour moi, je n'ai pas joué de rôle particulier, je n'ai pas de politique particulière là-dessus. C'est après la montée des mises en cause périodiques qui reviennent sans arrêt, comme le paludisme, que j'ai dû m'intéresser au sujet. Donc les débats ont lieu sur l'origine. Qu'est-ce qui a déclenché, qu'est-ce qui a conduit au génocide? Ça, c'est un débat historique que personne n'a le pouvoir d'interdire ou d'empêcher. Le débat est là-dessus, controverse. D'où, par exemple, est-ce qu'en 90, l'attaque du FPR et le déclenchement de la guerre civile s'est fait pour empêcher un génocide? Ou est-ce que c'est cette attaque-là, compte tenu de ce qu'elle entraîne après, qui finit par entraîner une évolution génocidaire d'une partie du système en face? C'est des débats qui sont très, très pénibles sur le plan humain, mais qui doivent pouvoir avoir lieu. Donc, en aucun cas, l'accusation de négationnisme n'est fondée. Et si ceux qui ont tenté d'empêcher ce colloque on l'a employé, c'est parce qu'ils sont un peu à court d'arguments. Ou alors ils auraient accepté la confrontation méthodique sérieuse. Donc ça traduit quand même une inquiétude et une panique. Il y a une petite nuance à faire sur révisionnisme. Mais dans le langage général, quand on emploie le terme pour disqualifier les gens dont on ne veut pas entendre la voix, on mélange les deux. Mais révisionnisme, l'histoire, c'est une révision permanente. Sans arrêt, même encore sur 14-18, il y aura toujours des gens pour dire, finalement, le bilan se discute, Clémenceau a eu tort, non, il a eu raison, non, il a eu tort. Bon, c'est sans fin, ça. Et ce que montre un certain nombre d'intervenants, c'est que la façon dont on a présenté la politique française de l'époque était injuste et qu'il faut donc la réviser. Mais ce n'est pas une révision sur le génocide. Ça ne porte pas sur le fait atroce du génocide. Bon, donc il faut... c'est tout à fait remarquable qu'il y ait eu des initiateurs et que le Sénat, c'est tout à son honneur, ait accepté d'abriter cette rencontre. Il faut que toutes les voix se fassent entendre, puissent être entendues, sans censure. Alors un mot sur la politique française, mais je ne suis pas venu spécialement pour reparler de la politique française. Le sujet est beaucoup plus vaste, tant mieux d'ailleurs. La question de l'Afrique des Grands Lacs, c'est vraiment très très important. Mais quand même, je suis là. J'ai été en effet secrétaire général de 91 à 95, donc j'étais pas là en 90 quand François Mitterrand a pris la décision initiale face à l'attaque déclenchée quelques mois, c'est pas un hasard, après le discours de La Baule. Le discours de La Baule de François Mitterrand, et c'est un encouragement à la démocratisation de l'ensemble de l'Afrique. Bon. Donc là, il y a un groupe ultra-minoritaire qui comprend qu'il n'arrivera jamais à prendre le pouvoir par les urnes, en fait. D'où l'attaque, à mon avis. Et donc l'attaque a lieu en 90. La décision de Mitterrand à l'époque, il était en voyage dans le Golfe, je ne sais pas ce qu'il a dit le jour même, en fait, ça m'a été raconté par les collaborateurs et les militaires qui étaient auprès de lui. Le résumé, c'est si on laisse une micro-minorité, parce que les Tutsis de l'Ouganda, ce n'étaient même pas tous les Tutsis, si on laisse une micro-minorité appuyée sur l'armée d'un pays voisin déclencher quelque chose qui va tourner inévitablement à de grands massacres, compte tenu du passé, 62 et la suite, la garantie française ne vaut plus rien. La garantie française de stabilité, de paix, du Sénégal à Djibouti, qu'il y ait des accords contraignants ou pas, ça c'est un autre sujet, elle ne vaut plus rien. Donc c'est pas possible. Donc il faut empêcher ça. D'où les premières interventions à partir de 90, 91, 93. Mais le deuxième volet, qui est toujours systématiquement oublié par ceux qui s'intéressent qu'est-ce qui met en cause la France, c'est le volet politique. On empêche les attaques, mais on va obliger un accord, un compromis. Donc l'aboutissement de la politique française de Mitterrand, puis de Mitterrand-Balladur-Juppé, parce que je ne parle pas de Mitterrand en particulier, je parle de la France, ce sont les accords d'Arusha, qui sont impensables s'il n'y avait pas eu l'intervention militaire pour dissuader les attaques. Et après, on arrive à Arusha, qui n'existe pas s'il n'y a pas cette contrainte, et consistant à organiser un partage du pouvoir qui est très, 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 très favorable au FPR, puisque tout le monde a en tête les répartitions ethniques. Et à Arusha, ça allait très loin, puisqu'on envisageait, je ne
je parle sous le contrôle de meilleurs spécialistes que moi, jusqu'à 40% de l'armée et qui aurait été Tutsi après. D'ailleurs, une incidente, moi qui trouve insensée, extravagante les accusations permanentes, répétées sans fin, et même pas toujours télécommandées, parce qu'il y a un masochisme français qui est quand même puissant aussi. Là, je pense qu'il y a une vraie erreur. Mais ce n'est pas du tout l'erreur qu'on reproche à la France d'habitude. La vraie erreur, c'est d'avoir cru ou fait semblant de croire, je ne sais pas, après Arusha, que les parties prenantes allaient mettre en œuvre l'accord. Alors que c'est évident que le FPR ne voulait pas se contenter de ça et qu'une très grande partie des Hutus ne voulait rien lâcher. Donc s'il y a une erreur, mais on ne pourrait en discuter sérieusement que le jour où le rapport Michaud était retiré, le jour où on arrête de dire que la France a coopéré avec un régime qui préparait un génocide, ce qui est le condensé des accusations, là, ça mérite en tout cas discussion. Est-ce qu'il ne fallait pas faire une analyse complètement différente et au contraire faire en sorte qu'il y ait une présence internationale considérable pour encadrer et obliger à la mise en œuvre des accords pendant au moins 2 ou 3 ans avec des protagonistes qui, en fait, n'allaient pas jouer le jeu? Je n'ai pas la réponse, mais c'est pour vous montrer que je suis tout à fait ouvert à des interrogations sur la politique française de cette époque. Et même si des gens disent, après tout, Mitterrand a eu tort en 90, il fallait laisser les massacres se dérouler, ça aurait été absolument atroce, mais on ne serait pas en train, des décennies après, de se demander quel était le rôle de la France. Pourquoi pas? Ça peut se discuter sur toutes les interventions. On peut dire il fallait y aller, pas y aller, on aurait dû y aller, là on n'a pas été. Bon, ça c'est normal, c'est de l'ordre, c'est pas agréable à entendre, c'est pas facile à traiter, mais c'est possible. Ce sont des échanges possibles. Mais la question sur est-ce qu'après Arusha, il ne fallait pas s'organiser autrement est escamotée, parce que la violence des accusations les font passer au second plan, en fait. En tout cas, on pourrait se poser la question. Mais donc, je ne suis pas là pour reprendre toute l'affaire. Ce qui m'étonne, c'est que par la suite, pas tout à fait au début, puisque, par exemple, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer 2 fois le président Kagame quand j'étais ministre. Une première fois seul, une deuxième fois avec mon collègue britannique de l'époque, Jack Straw. Et on a eu une vraie discussion très franche, très directe, mais entre guillemets, on va dire constructive pour l'avenir. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'à partir du moment où le Rwanda a craint les conclusions possibles du juge Bruguière, on peut débattre sur le juge Bruguière, mais manifestement, il y a eu une crainte à Kigali sur ces conclusions possibles. Et donc le rapport Michaud est une réponse à ça. Et ce que je trouve extraordinaire à partir de là, donc ça doit être en 2008, quelque chose comme ça, 2008, c'est que c'est la non-réaction de la France. C'est quand même la mise en cause la plus monstrueuse de la politique française depuis la guerre, carrément. Peut-être la guerre d'Algérie, mais en fait, c'est plus compliqué. Donc à partir de là, ceux qui ont monté ce rapport ont eu une sorte de divine surprise, c'est qu'il se trouvait en France des gens pour relayer l'accusation, sans vérifier rien d'ailleurs, et donc il n'y a pas simplement des gens instrumentalisés, mais il y a une sorte, je le disais tout à l'heure rapidement, un masochisme français. Il y a des gens prêts à croire, à dire que oui, l'armée française, la France de Mitterrand, Balladur, Juppé, de l'amiral Langsade, du général Queneau et compagnie, étaient capables de choses comme ça. Donc il s'est trouvé un certain pourcentage de gens dans différents milieux. Ils ne sont pas très nombreux au total, c'est une 50aine de personnes qui répètent la même chose tout le temps, mais ils ont trouvé que c'était pensable. Bon, à la limite, qui s'engagent avec des convictions, pourquoi pas? Mais ce qui n'est pas tolérable, c'est que les mêmes groupes se sont organisés depuis pour que jamais des voix discordantes ne soient entendues. Sauf que le verrouillage en France ne peut pas empêcher des Camerounais, des Canadiens, des Anglais, des Belges de parler, de travailler, de réfléchir, d'investiguer et d'arriver à des conclusions différentes. Je répète que la controverse est acceptable naturellement. Mais ce qui n'est pas tolérable, c'est les procédés qui ont dominé dans notre pays depuis maintenant 15-20 ans là-dessus, et d'empêcher les voix discordantes d'être entendues et de se dérober sans arrêt à la controverse vraie. Et vous avez tous en tête des dizaines, pour ne pas dire des centaines, d'interviews un peu biaisées, d'émissions biaisées, etc. D'autant que les attaquants emploient une technique assez efficace qui est celle de la guérilla. C'est-à-dire qu'ils surgissent en disant « le télégramme numéro 22704 prouve que », chose comme ça.
où il est démontré que le 17 mars à 15h30, ceci, cela. Et après, l'échange ne peut pas avoir lieu parce que c'est dans des émissions courtes où personne ne comprend rien à tout ça. Et il y a que des gens très, très spécialisés qui écoutent. L'échange n'a jamais lieu. C'est impossible dans ces cas-là de dire mais les fondamentaux sont exacts, c'était démenti 12 fois, vous ne l'avez pas dit, on ne peut pas. Bon, ça, c'est ça la guérilla. Donc il dit ça, puis il repart dans la jungle et pêche où la chute de la controverse, au bon sens du terme, n'a pas lieu. C'est tout ça dont il faut tourner la page. Et j'espère que cette rencontre que le Sénat a l'honneur d'abriter, quels que soient les points de vue, je sais qu'il y a eu en fait des vraies nuances dans les expressions, il peut y en avoir encore, mais il faut que ça continue. J'espère que c'est que le début, en fait, d'un processus d'explication sur la tragédie du génocide rwandais, mais tout le reste, parce que toute l'histoire de la République démocratique du Congo, toute l'histoire du Burundi, il y a un livre très émouvant, un joli film sur vous savez, le jeune homme qui a écrit à partir de la situation vue depuis le Burundi, sur la politique de l'Ouganda, tout ça, c'est extrêmement intéressant et c'est pas fini. C'est des questions qui se posent après. Et je pense que d'ailleurs, il ne faut pas pour ceux qui vont se réintéresser à ça maintenant sérieusement, parce que jusqu'ici, en France, on n'a pas de vrais spécialistes de l'Afrique des Grands Lacs. Combien 1, 2, 3, peut-être maximum. Bon. J'espère que ceux qui vont se réintéresser à ça vont s'intéresser aussi à la politique des autres. Christian Queneau a fait allusion à la politique américaine. On peut être d'accord avec ce qu'il a dit ou pas. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit, mais il peut y avoir d'autres points de vue qui expliquent la politique américaine autrement. En tout cas, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé depuis des décennies dans cette région sans analyser la politique israélienne, la politique américaine, la politique de l'Afrique du Sud, parce qu'il n'y a pas que les puissances extérieures qui ont une politique en Afrique. Il y a des puissances en Afrique qui ont une politique africaine. La Grande-Bretagne, naturellement, la Belgique. C'est pour ça d'ailleurs que quand il y a les débats sur les archives, il me semble qu'aucun pays n'a autant ouvert les archives que la France déjà. Les autres, d'après ce que je vois, quasiment pas, ou très peu. Et alors, on est dans l'affaire de la preuve impossible. Parce que chaque fois que les procureurs autoproclamés ne trouvent pas la preuve de ce qu'ils racontent depuis des années dans les archives ouvertes, ils disent « Ah ah, c'est la preuve que les vraies archives sont cachées ». Et quand à la fin des fins, il n'y aura toujours pas, ils diront c'est qu'ils les ont détruites. Enfin, vous voyez, bon, c'est l'affaire de la preuve impossible. En philosophie, c'est bien connu. Donc moi, j'appelle à ce que cette rencontre soit non pas la conclusion, mais le début d'un processus, qu'on prenne en compte le comportement de l'ensemble des pays concernés et des acteurs africains et non africains, et qu'on avance dans cette direction. Le seul but qui doit nous réunir tous, quelles que soient les différences d'analyse, c'est que cette avancée dans la compréhension par des historiens, par des experts, puis par des politiques, en aidant mieux à comprendre les engrenages meurtriers qui ont existé, devrait aider les peuples de la région à mieux préparer la suite, parce qu'à la fin des fins, c'est ça le sujet principal. C'est comment faire en sorte dans l'avenir que ces peuples martyrisés connaissent un avenir de paix. Mais à ce moment-là, il faut clarifier jusqu'à un certain point. Historiquement, il faut savoir tourner la page à certains moments, bien sûr. Mais là, on n'est pas tout à fait dans cette situation. Donc, il faut encore un certain degré de clarification pour que l'ensemble des peuples concernés puissent regarder l'avenir avec plus de confiance. Ça sera mon dernier mot. C'est dire que la question française, elle est importante pour des Français, bien sûr. Mais ceux qui pensent à ça en France ne pensent pas qu'à la France, ne pensent pas qu'au jugement porté, injuste jusqu'ici, et qui sera évidemment un jour corrigé, sur la politique française. C'est beaucoup plus large que ça. Et compte tenu du fait que c'est votre titre, moi, c'est en pensant à l'avenir des peuples d'Afrique centrale que je suis venu participer à vos travaux.